Bienvenue dans le podcast Affaires sensibles. Ensemble, nous allons découvrir des faits divers qui nous ont choqués, qui vous ont marqué et qui, quelque part, ont fait l'histoire de notre pays. Salut, je m'appelle Fanny Ruet et vous écoutez Les gens qui doutent. Moi je suis en colère beaucoup quand même. Ça se voit pas forcément parce que j'ai mon petit air poli et mes lunettes rondes. Ça se voit pas forcément dans mes chroniques qui sont faites sur un ton un peu léger, avec l'œil du chercheur, la parole analytique. Mais en fait derrière c'est la traduction d'une colère. Et c'est pareil quand je vois un candidat ou une candidate avec lequel ou laquelle je suis d'accord, qui utilise des sophismes, qui utilise des concepts mobilisateurs, donc des mots qui veulent rien dire. J'ai envie de dire mais attends, nos convictions méritent mieux que ça quoi. Mais oui, enfin, voici Clément Viktorovitch dans ce podcast. Clément est docteur en sciences politiques, il enseigne la rhétorique et la négociation à Sciences Po, mais aussi dans les médias. Il est passé par plusieurs plateaux télé, comme l'émission de débat L'heure des pros sur CNews, puis dans Click, où beaucoup l'ont découvert, c'est mon cas également. Et il est aujourd'hui en quotidienne sur France Info, où il analyse les prises de parole qui font l'actualité, que ce soit des discours d'Emmanuel Macron ou des paroles d'Orelsan, donc c'est vraiment très large, c'est super chouette. Il vient là de sortir son premier livre, Le pouvoir de la rhétorique, apprendre à convaincre et à décrypter les discours, qui explique justement toutes les clés et moyens qu'il utilise pour comprendre et analyser la parole et donc ainsi éviter de se laisser manipuler. C'est à la fois rigoureux et accessible, c'est vraiment extrêmement intéressant. Donc je suis très heureuse d'avoir pu discuter avec Clément dans Les gens qui doutent. Ensemble, on a parlé de plein de choses, de pourquoi il a arrêté de participer à des émissions de débat qu'il considère comme des machines à gommer le doute, mais qu'il trouve tout de même assez pratique pour se forger des opinions, du fait que les personnes qui le mettent le plus en colère sont souvent celles avec lesquelles il est d'accord, du fait que l'indignation et la colère sont des moteurs sains, de son livre évidemment Le pouvoir de la rhétorique, de comment il gère les commentaires haineux qu'il reçoit, de quand il a participé à, je vous jure que c'est vrai, une compétition de air guitar, et puis à la fin il donne un conseil, un truc à faire quand on a l'impression qu'on est en train d'être manipulé. J'espère que ça vous plaira. Donc tu devais nous raconter des crimes dans Affaires sensibles. Absolument. C'est quoi ton crime préféré? Quel est votre crime préféré? Non, c'est une vraie question? Non, pas du tout. Ok, très bien. Pas du tout. Non, mais ça s'appelle Les gens qui doutent. Donc évidemment, quel est ton rapport au doute, Clément? Cette question est très vaste. Que vas-tu en faire finalement? Moi, mon rapport au doute, c'est que je doute tout le temps et de tout. Donc, j'ai très peu de certitude, à la fois en ce qui concerne mes convictions et mes choix personnels. Donc, à partir de là, on est bien. C'est le bon podcast. Genre, je sentais bien que le nom était bien choisi. Non, mais oui, je suis quelqu'un qui doute beaucoup, se remet un peu tout le temps en question, et jamais vraiment sûr de lui. Ce qui, je pense, dans la vie personnelle, apporte du positif. C'est-à-dire que ça te pousse toujours à essayer de t'améliorer, à prendre peu de choses pour acquis, et puis en même temps, c'est aussi un rapport au monde qui est pas toujours serein, quoi. Pourquoi? Parce que c'est compliqué de jamais être tout à fait sûr d'avoir fait le bon choix, de jamais être sûr d'être dans la bonne direction. En fait, quel est ton rapport au doute? Ça nous emmène vraiment dans deux terrains différents, quoi. C'est-à-dire d'une part celui des choix pratiques, des choix de vie, des décisions que tu prends, et d'autre part celui des convictions, de qu'est-ce que tu considères comme vrai, bon et juste. Pour moi, c'est deux sphères dans lesquelles le doute s'exprime de manière différente et a des conséquences qui ne sont pas les mêmes. Donc moi, dans le domaine pratique, c'est vrai que je sais pas expliquer pourquoi, mais je suis quelqu'un qui doute beaucoup, qui a du mal à prendre des décisions tranchées. Une fois qu'elles sont prises, mais qui a du mal à prendre des décisions tranchées, qui se demande toujours si le choix est bon, etc. Et après, dans le domaine des convictions, c'est peut-être là où c'est le plus facile à répondre, et je sais pas si c'est le plus intéressant, mais dans le domaine des convictions, c'est vrai que j'ai des convictions fortes, mais j'ai pas de certitude. Et je fais partie des gens qui, même quand je débat de quelque chose qui me tient totalement à cœur et dont je suis moi-même extrêmement convaincu, j'ai toujours quelque part très profond, très loin, mais toujours malgré tout, une voix qui me susurre « et si t'avais tort ?» Et c'est ce qui fait que même face à des gens avec lesquels je suis radicalement en désaccord et qui, selon toute vraisemblance, ne me convaincront pas et qui, généralement, ne me convainquent pas, mais malgré tout, j'ai toujours une partie de moi qui les écoute en me disant « fais attention, c'est peut-être lui ou peut-être elle qui a raison contre toi ».
Mais sur quoi sont basées tes convictions si c'est pas sur des certitudes ? Ben, justement sur des convictions, c'est-à-dire que en fait, j'essaye d'avoir une appréhension, enfin, ce que j'appelle une appréhension argumentative des problèmes publics. C'est-à-dire, dès lors que la question c'est de savoir qu'est-ce qui est bon pour la société, qu'est-ce qui est bon pour nous, où faut-il aller. Par exemple, est-ce qu'il faut davantage partager le pouvoir entre les citoyens, ou est-ce qu'il faut faire confiance en un gouvernement des experts ? Ben, question pratique, question hyper politique, mais en même temps une question qui nous concerne tous, quoi. Enfin, vraiment, est-ce qu'il faut se satisfaire d'un système actuel qui consiste à demander leur avis aux gens tous les 5 ans, et puis derrière faire confiance en celui ou celle qui a été élu et qui s'entoure de techniciens et d'experts, ou est-ce qu'il faut davantage faire participer les citoyens, leur demander leur avis, prendre en compte leurs contributions, voire même prendre en compte leur voix et leurs décisions en les faisant voter. Bon, question vraiment essentielle, fondamentale et en même temps archi-pratique en politique. Moi, je fais partie des gens qui pensent qu'il faut partager davantage le pouvoir. C'est une conviction que je me suis forgée parce que je pense que ça vient me chercher sur des valeurs qui sont les miennes, celles du partage du pouvoir, de l'autonomie, le fait de se dire que en tant qu'individu au sein d'une collectivité, on n'est pas vraiment libre si on décide pas ensemble de notre destin commun. Bon voilà, donc ça a des conséquences, c'est des convictions qui ont l'air comme ça très théoriques et très éthérées, mais qui ont des conséquences vraiment concrètes, quoi. Ça, c'est des convictions. Et en même temps, il y en a qui me répondent, oui, mais Clément, attends, est-ce que vraiment tu veux faire confiance dans les citoyens ? Est-ce que vraiment tu penses qu'on peut prendre des décisions politiques complexes si on n'a pas fait d'études pour ça, si on n'a pas l'expérience pour ça, si on n'est pas un expert ? Alors, moi, je ne crois pas, mais j'écoute les arguments. J'y suis sensible, même sans en être convaincu. Je réexamine en permanence mes convictions à l'aune des objections qu'on formule. Et c'est ce qui fait que je dis que j'ai des convictions qui sont fermement ancrées, mais qui ne sont pas des certitudes. C'est-à-dire que je n'ai pas la foi du zélote qui, quoi qu'il arrive autour de lui, ne remettra jamais en cause ce qu'il pense. Et donc c'est à la fois, en ce qui me concerne, je pense que c'est salutaire, parce que j'ai l'impression que c'est ce qui nous permet de garder une forme de nuance, une forme de modération, et c'est aussi, je pense, un garde-fou contre la caricature, contre le fait de devenir la caricature de sa propre pensée. Et en même temps, ça implique qu'on vit dans des mondes qui sont parfois inconfortables, parce que on se force à penser contre nous-mêmes, ce qui n'est pas toujours agréable. Et est-ce que ce doute un peu permanent, ça trouve sa place en télé ? Parce que essayer d'être un peu nuancé, là où tout doit être hyper binaire et doit pouvoir être résumé en 2 minutes 30, est-ce que tu arrives comment t'as fait pour trouver ta place dans des émissions comme l'heure des pros, par exemple ? En fait, c'est la raison, c'est l'une des raisons premières qui ont fait que j'ai, après 2 ans, arrêté de faire des émissions de débat. Parce que structurellement, sur le plateau d'une émission de débat, le dispositif de l'émission t'amène à rejeter loin de toi tout doute et toute nuance. Pour une raison simple, c'est qu'en fait, c'est des plateaux dans lesquels des opinions extrêmement fortes et tranchées sont exprimées, et c'est une règle en rhétorique. Enfin, c'est quelque chose que j'explore dans mon livre, et c'est l'idée que plus tu t'affirmes et plus tu triomphes des réticences, plus tu énonces un point de vue fort et massif, plus tu parviens à passer au-delà des réticences et de tes auditeurs. Ce qu'on peut résumer en une phrase simple, c'est que plus tu as l'air convaincu et plus tu en deviens convaincant. Et les plateaux de débat sont le règne de cette règle-là. C'est-à-dire que quand en face de toi, tu as quelqu'un qui t'exprime une opinion avec laquelle tu es en désaccord et qui l'exprime d'une manière extrêmement forte, mécaniquement et inconsciemment, tu es amené par le dispositif de l'émission toi-même à pousser ta pensée un cran plus loin que ce qu'elle était, à l'exprimer avec plus de certitude que ce que tu as, justement pour qu'elle conserve autant de force que celle de la personne qui est en face de toi. Et donc les plateaux de débat télévisé sont une machine à gommer le doute, à gommer la nuance, et à gommer une forme d'automodération. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose. On peut en débattre, mais
quelque part, c'est aussi intéressant pour les citoyens, pour les auditeurs, de voir se confronter face à eux, sous leurs yeux, deux opinions radicalement opposées. C'est dans cette confrontation radicale entre des arguments et des contre-arguments, des propositions et des objections, qu'on voit s'affirmer des lignes de crête, qu'on voit des arguments faibles émerger, qu'on voit au contraire des positions fortes s'affirmer. Et pour les auditeurs et les auditrices, c'est intéressant. Après, moi, c'est un exercice dans lequel moi, j'étais pas à l'aise, précisément parce que, au fond de moi, il y avait un décalage entre la force de ce que je pouvais exprimer parfois et ma position réelle qui de temps en temps était un peu plus nuancée, un peu plus modérée, qui laissait un peu plus de place au doute. Et cette distance-là, elle crée au bout d'un moment un inconfort, et c'est ce qui fait que au bout de 2 ans, j'ai estimé que ma place n'était pas sur ces plateaux et qu'elle était plus dans l'exercice de la chronique, qui, parce que c'est un exercice qui est contrôlé, où on a le temps et l'opportunité de peser chacun de ces mots, qui peut laisser davantage de place à la nuance et au doute, même si évidemment, quand on est sur un format de 3, 4, 5 minutes, bon, il faut quand même malgré tout aller à l'essentiel, mais au moins on peut essayer de faire un peu plus de place à ce doute et cette nuance. Mais c'est un peu un cul-de-sac du coup pour les opinions nuancées, ces émissions-là, et donc tu te retrouves je pense à partir du moment où tu as un peu de doute et tu pèses un peu tes mots, à devoir globalement faire ce que tu as fait, c'est-à-dire une chronique où il y a que toi qui parles. Sauf que là, le piège, c'est que personne peut te contredire. Alors, en fait, personne peut me contredire. Non, effectivement, le principe d'une chronique, c'est que tu dis ton truc et puis tu pars du plateau. Après, ça c'est une critique, c'est une critique dont tu te fais là la porte-parole et que j'entends souvent, quoi. Oui, c'est facile de faire une chronique dans laquelle il n'y a pas de contradiction. Mais en fait, aujourd'hui, moi, je trouve que pour le coup, c'est l'un des aspects positifs des réseaux sociaux et de l'espace médiatique tel qu'il est aujourd'hui, c'est qu'en fait, on est toujours contredit en réalité. On est toujours contredit, et à la moindre chronique qu'on sort, immédiatement après, il y a des commentaires sur les réseaux sociaux, parfois des commentaires d'acteurs du débat public, dont la voix pèse, parfois même des réponses, que ce soit sous forme de vidéos, d'autres chroniques, de papier. Donc en fait, la contradiction, elle existe, et puis, à toute analyse, appelle et autorise une contre-analyse. Donc, si on était au temps de l'ORTF et que ma chronique était la seule chronique et que c'était la voix de l'espace public, en fait, ce serait une critique qui serait tout à fait juste et dérangeante. Là, je trouve que malgré tout, il y a une pluralité de voix suffisante pour que les personnes qui sont convaincues par ce que je dis peuvent m'écouter, et c'est cool. Les personnes qui sont pas convaincues par ce que je dis ou qui pensent que il y a des nuances à apporter ou une vision différente à apporter, vont écouter mes contradicteurs, vont écouter les gens qui postent un point de vue critique sur ce que je fais, et c'est tant mieux, et c'est totalement sain. Donc je trouve que c'est pas quelque chose qui m'inquiète trop. C'est-à-dire, je trouve que j'ai l'impression quand même que de ce point de vue-là, l'espace public, le débat public est en lui-même un garde-fou. Et puis après, c'est aussi, ça pour le coup, c'est de la responsabilité personnelle de chaque chroniqueur j'ai envie de dire, donner les armes à ses auditeurs pour qu'ils puissent le critiquer. Et en fait, moi, ce que j'essaye de faire, je dis pas que je réussis tout le temps, mais c'est ce que j'essaye de faire. J'essaye de faire une chronique qui soit argumentée. C'est-à-dire, je délivre jamais un point de vue ou une opinion verticale et monolithique en disant voilà ce qu'il faut penser. Je présente un raisonnement, une argumentation qui se fonde sur des magnétos, des sources, qui utilisent des concepts, qui mobilisent une grille d'analyse, qui est la grille rhétorique, une grille d'analyse que j'ai mise dans un livre, donc tout le monde peut aller voir sur quels outils je me fonde. Et voilà, après... libre à chacun de faire une critique interne de mon travail en disant désolé mais j'ai été écouter l'interview, j'ai l'impression que la sélection des passages que t'as fait est un peu biaisée. Bon, certains se privent pas de le dire. T'as utilisé tel outil, tel concept, mais bon, j'ai l'impression qu'on pourrait plutôt le voir comme ça, et c'est sain. Et d'ailleurs, parfois il y a des critiques internes de mon travail qui sont justes, quoi. C'est-à-dire que des fois je vois des gens qui disent non, on peut plutôt le voir comme ça, puis je me dis en fait c'est vrai. Et je me débrouille pour le glisser dans une chronique d'après d'ailleurs en disant en fait oui, on pouvait le voir différemment. Et c'est sain, quoi. Donc voilà, l'exercice de la chronique, il est ce qu'il est. Il est effectivement monologique, c'est un monologue. Mais en fait, aujourd'hui, dans l'espace public qu'on a, tout monologue s'insère dans une pluralité des voix et dans un concert des contradictions quelque part.
Oui, donc c'est jamais un vrai monologue au final. Non, je pense pas. Je pense qu'on peut plus aujourd'hui faire de monologue. On est tout ce qui est dit est immédiatement contredit. Tout ce qui est énoncé est immédiatement réfuté, travaillé, critiqué. Et c'est très sain. C'est très sain. Et je fais pas du tout partie des gens qui critiquent les réseaux sociaux en disant vous vous rendez compte, les réseaux sociaux critiquent, on peut pas dire une chose sans faire immédiatement l'objet d'une vague. Non, moi je trouve que c'est normal. Et puis c'est quand on a la chance, et c'est une chance, et c'est même plus qu'une chance, c'est un privilège, quand on a le privilège d'avoir un micro qui nous est tendu, a fortiori en ce qui me concerne et en ce qui te concerne aussi, quand c'est un micro qui nous est tendu par une radio de service public, la moindre des choses, c'est d'accepter humblement que notre voix soit critiquée par des gens dont le porte-voix, le canal d'expression, c'est les réseaux sociaux. Je trouve que c'est tout à fait normal et qu'il faut l'accepter et qu'il faut même le lire avec intérêt parce que parfois, ça nous amène à nous remettre en question. Ce serait quoi ton média idéal ? Spontanément, alors j'y ai pas réfléchi, donc je réfléchis un peu à voix haute. Mais j'ai l'impression que... en fait, voilà, j'ai trouvé ma réponse. Je pense que l'espace médiatique tel qu'il existe aujourd'hui est remarquablement riche et passionnant. Parce qu'il se partage en plein de canaux. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des ajustements à faire. Et donc, si on en revient, par exemple, tu parlais des émissions de débat tout à l'heure. Moi, les émissions de débat, comme je le disais, je trouve que c'est un canal hyper intéressant parce qu'il permet la confrontation radicale d'opinions opposées. Et je crois beaucoup à la richesse et à l'intérêt d'avoir des opinions radicalement opposées qui se confrontent. Je pense que voir deux personnes qui cherchent non pas à se convaincre mutuellement, mais à se vaincre à coup d'arguments, ça peut être très intéressant pour les gens qui regardent parce que c'est une excellente manière de se forger une opinion sur un sujet sur lequel tu n'avais pas d'opinion préalable ou une opinion qui n'était pas totalement forgée. Donc c'est bien pour moi les débats. Après, il faut le faire d'une certaine manière et il faut que le dispositif soit loyal. Qu'est-ce que ça veut dire un dispositif loyal ? Ça veut dire une émission dans laquelle les individus ne se coupent pas ou pas trop la parole. Parce que sinon, c'est impossible de suivre un raisonnement. Donc ça veut dire aussi qu'il faut assurer un minimum d'équité dans la distribution de la parole. Ça veut dire un plateau dans lequel les différentes opinions sont réparties à peu près équitablement. Parce que c'est sûr que si tu fais un plateau où tu mets 4 personnes puis qui pensent peu ou prou la même chose et une qui est chargée d'être la voix discordante, bah qu'est-ce qui se passe ? Déjà, la voix discordante a 4 fois moins de temps de parole que les autres, donc forcément c'est difficile de lutter. Et de surcroît, et ce qui est le pire, c'est que dès que la personne qui a une voix discordante s'exprime, il ou elle est immédiatement coupé par 5 personnes et donc ça donne quelque chose qui est totalement distordu. Et au-delà de ça même, je pense que on a tendance aujourd'hui dans les émissions de débat à mettre beaucoup de personnes autour de la table pour des raisons qui s'expliquent en termes télévisuels ou radiophoniques. C'est que ça permet d'avoir plein de voix différentes, donc ça capte bien l'attention du téléspectateur. On sait que si d'aventure autour de la table t'as pris un invité qui est un peu moins coloré, un peu moins véhément, qui capte un peu moins l'attention, ou alors qui d'habitude est bon, mais là il s'est levé du mauvais pied et ce jour-là il est pas tout à fait clair. Bon bah l'animateur va pouvoir lui donner un peu moins la parole et donner un peu plus la parole aux gens qui eux sont plus vifs et vont davantage attirer l'œil de la caméra ou l'oreille des micros. Et donc on voit bien l'intérêt en termes de production d'avoir des plateaux de débat où tu mets 5 ou 6 personnes. Le problème, c'est que ça donne 5 ou 6 personnes qui très souvent sont dans leur couloir. C'est-à-dire que quand t'as 4 personnes qui ont parlé avant toi, tu n'es tenu de répondre à aucune d'entre elles. Tu peux très bien prendre le micro en disant bon, c'est très intéressant ce que j'ai entendu, mais moi ce que je pense c'est que, et bam, tu pars dans ton monologue. Alors que ce qui est plus intéressant selon moi, c'est mettre 2 personnes face à face. Parce que là, quand tu n'as que 2 voix qui s'expriment sur le plateau, tu es obligé de répondre à ce qui vient d'être dit. T'as pas d'échappatoire. Tu peux pas choisir l'intervention qui t'a précédé à laquelle tu vas répondre. T'es obligé de répondre à ce que vient de dire la personne en face. Et si jamais tu biaises, tu réponds à côté, t'esquives ses objections, il est là ou elle est là pour te rappeler à l'ordre et te ramener face à tes propres contradictions ou les limites de ta pensée. Donc, c'est beaucoup plus exigeant pour les débatteurs, un débat à 2, un duel en réalité. Et par exemple, ça c'est quelque chose que les radios et les télés font assez peu, pour toutes les raisons qu'on a expliquées, c'est que c'est risqué et tu risques, il suffit qu'un des deux soit pas bon
et ton émission elle est ratée. Il y a encore des espaces de duel, le débat écho du vendredi sur France Inter où t'as Piketty qui dialogue avec Dominique Seux, ça c'est intéressant, c'est-à-dire que là on voit deux chroniqueurs politiques qui ne peuvent pas échapper à la contradiction de l'autre. Donc ça c'est un format intéressant. Donc voilà, pour moi, je pense que le débat actuel dans la pluralité de ces formats d'expression, de ces canaux d'expression, je le trouve extrêmement riche. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas penser des adaptations de certains formats, dont le format du débat, qui effectivement est pas toujours, je pense, celui qui permet l'expression de la pensée la plus nuancée ou la mieux cadrée. Tu travailles beaucoup ? Pas mal. J'ai envie de demander qu'est-ce que tu fuis, mais vu que tu dois analyser tout le temps des choses, regarder tout le temps des choses, écouter plein de gens parler, est-ce que des fois t'as pas la version boss finale de la satiété, c'est la satiété sémantique, c'est ça ? Ou genre tu répètes tellement un mot que ça veut plus rien dire. Est-ce qu'à un moment t'as pas entendu tellement de choses, tellement de gens, tellement d'avis que plus rien n'a de sens ? Alors c'est là où avoir des convictions te sert à te permettre de te garder de ce je sais pas si c'est une dérive, mais en tout cas de cette tendance, parce que à partir du moment où toi, tu as une boussole intérieure qui est guidée par des quelques convictions, quelque chose dans lesquelles tu crois, ça te donne quand même en ce qui te concerne, c'est-à-dire dans ton fort intérieur, pas forcément dans ce qu'on voit de toi dans ta production, mais dans ton fort intérieur, ça te permet de garder une boussole, non pas morale, mais une boussole politique de ce que toi tu considères comme pertinent, intéressant, juste, et de ce que tu considères comme au contraire délétère pour le débat public. Donc de ce point de vue-là, non, j'arrive quand même encore à garder un œil frais quelque part sur le débat public. Après, oui, tu as raison, c'est-à-dire que il peut y avoir quand comme moi tu te gorges de discours quotidiennement depuis quelques années maintenant, et c'est vrai que moi mon métier c'est écouter plusieurs heures de débats ou de discours politiques par jour. Et déjà, au bout d'un moment, tu vois vraiment toutes les ficelles, donc tu t'agaces beaucoup. Donc c'est plutôt ça en fait. Le problème est plutôt un problème d'agacement. C'est que c'est très très dur de garder son calme quand tu vois, mais y compris des personnes qui peuvent te convaincre par ailleurs. Mais quand tu vois des gens qui ne répondent pas aux questions, répondent à côté aux questions, répondent en utilisant des sophismes. En biaisant de manière manifeste leur réponse par rapport à la question, c'est hyper agaçant, quoi. Tu parlais des mots qui perdent leur sens, c'est la maladie pour moi du débat politique actuel, c'est que on débat de choses très concrètes avec des mots qui ne veulent rien dire. Et ça c'est terrible, c'est-à-dire que notre société est confrontée à des mots qui sont des mots mais hyper concrets pour tout le monde. C'est-à-dire la pauvreté, c'est pas un mot, c'est une réalité. C'est une réalité qui, quand on la regarde les yeux dans les yeux, nous explose au visage. C'est des gens qui finissent pas les fins de mois, qui ont du mal à se nourrir. C'est des gamins dont le seul repas, c'est le repas du midi à la cantine. Enfin, c'est des étudiants qui font la queue pour l'aide alimentaire parce qu'ils arrivent pas à bouffer, ils peuvent plus bouffer, quoi. Donc, on a une société qui est confrontée à des problèmes qui sont radicalement concrets, et on a une partie au moins des acteurs politiques qui débattent de ces problèmes concrets avec des mots qui ne sont même pas abstraits, qui sont des mots vides et creux, et qui jonglent avec les concepts de justice, d'équité, sans chercher à les définir. Et ça, c'est terrible, quoi. C'est-à-dire que quand t'écoutes des hommes politiques qui te disent ensemble, on va mettre au cœur de notre projet politique la bienveillance, œuvrer pour la justice sociale, garder bien en ligne de mire l'égalité et faire en sorte que, évidemment, la France redevienne un grand pays fort. T'es là, tu dis merci Frangin, mais concrètement, comment ça se manifeste ? Et en quoi est-ce que t'avoir vu jeter en l'air des concepts aussi beaux, parce que tous ces concepts-là sont magnifiques, évidemment, hein, et quand tu t'attaches à les définir, tu peux tomber sur de formidables et belles définitions. Mais t'avoir vu jongler avec des concepts qui, dans ta bouche, ne veulent rien dire, en quoi est-ce que ça va aider les problèmes concrets des gens qui sont là en face de toi, quoi ? Ça, c'est très agaçant. Et donc oui, au bout d'un moment, ces concepts-là, tu les repères, tu n'es plus berné par eux à aucun moment. Mais c'est aussi ce qui constitue, moi, mon moteur. C'est parce que
parce que je vois ces ficelles-là, que j'ai envie d'en faire prendre conscience les auditeurs et les auditrices, voilà, pour que chacune et chacun puisse juger des problèmes publics de la manière la plus affûtée qui soit, et sans se laisser berner par ce genre de mots ronflants, mais qui veulent rien dire. Mais comment t'es pas en colère tout le temps? Parce que genre la rhétorique c'est super, t'es plus conscient des trucs, mais c'est horrible parce que t'es plus conscient des trucs. Bah moi je suis en colère beaucoup quand même. Ça se voit pas forcément parce que j'ai mon petit air poli et mes lunettes rondes. En fait t'es genre Denis la Malice, t'as un petit côté filou comme ça, mais habillé en gendre idéal. Denis la Malice en gendre idéal, écoute, c'est possible que ça me corresponde bien, mais derrière derrière mes lunettes rondes et mon sourire poli, je suis quand même quelqu'un de très en colère en réalité. Je suis quelqu'un de très en colère. Et d'ailleurs, et c'est ça qui est terrible, c'est que je suis très en colère contre les acteurs politiques avec lesquels je suis en désaccord, parce que je considère que je vais pas nommer, évidemment, parce que c'est pas mon rôle de dire ce que je pense, mais dont je considère qu'ils jettent de l'huile sur le feu et qui le remuent dans le débat public et dans l'inconscient collectif, qui le remuent des choses qui n'auraient pas dû être remuées. Donc j'ai très peur de là où va notre débat politique aujourd'hui, et oui, je suis très en colère contre une partie des acteurs du débat public qui vont chercher des pulsions qui, je crois, auraient dû rester endormies. Mais en fait, je suis tout autant en colère contre l'immense majorité des gens avec lesquels je suis d'accord, et dont je considère qu'ils ne font pas leur boulot. Et moi, quand je vois quelqu'un exprimer des idées qui me touchent, mais les exprimer d'une manière qui soit est radicalement non convaincante, parce que c'est raté, parce que c'est mou, parce que ça n'est pas travaillé, soit qui peut être convaincante mais que je trouve manipulatoire, et donc là je suis dérangé éthiquement, c'est-à-dire que j'entends quelque chose avec lequel je suis d'accord, mais je suis pas d'accord avec la manière dont c'est argumenté. Ça me met en rogne, et mes amis le savent. Les gens qui me mettent le plus en colère sont les gens avec lesquels je suis d'accord. Quand ils ne font pas leur boulot, quand ils ne travaillent pas, et là, je peux me mettre dans un état de fureur noire. Il y a des candidats ou candidates à l'élection présidentielle qui ont fait des prises de parole où ils et elles disaient des choses avec lesquelles j'étais d'accord, mais qu'ils les disaient d'une manière nulle. Je veux dire, le discours était claqué. J'ai entendu des discours auquel j'aurais mis une mauvaise note si c'est un étudiant qui l'avait fait, quoi. J'ai vraiment entendu des candidates à l'élection présidentielle. Si un étudiant m'avait fait pareil, je mettais pas la moyenne, en disant, mais franchement, ça n'a pas été bossé, quoi. Il y a pas de structure, ça va nulle part. Le discours, il est interminable, il se répète. Enfin, un étudiant aurait fait ça, je l'aurais engueulé en disant, mais, bosse, quoi. Sauf que là, c'est un candidat ou une candidate à l'élection présidentielle qui te fait ça, tu vois. Et le pire, c'est que t'es d'accord avec lui. Ça me met dans des états de fureur noire. Et c'est pareil quand je vois un candidat ou une candidate avec lequel ou laquelle je suis d'accord, qui utilise des sophismes, qui utilise des concepts mobilisateurs, donc des mots qui veulent rien dire. J'ai envie de dire, mais attends, nos convictions méritent mieux que ça, quoi. Et donc ouais, je suis en colère beaucoup. Mais c'est la chance que j'ai, c'est qu'on me tend un micro. Ça se voit pas forcément dans mes chroniques qui sont faites sur un ton un peu léger, avec l'œil du chercheur, la parole analytique. Mais en fait, derrière, c'est la traduction d'une colère. Et la chance que j'ai, c'est d'avoir une colère qui a une traduction dans le débat public. Et je pense beaucoup aux gens, et j'en ai autour de moi. Autour de moi, j'ai des proches qui ont la même colère que moi à l'égard du débat politique, mais qui, eux, n'ont pas de canaux pour l'exprimer. Et donc, ça se traduit par une forme de frustration, de rumination. Et la chance que j'ai, moi, c'est d'y échapper parce que je peux en parler au moins publiquement. Et c'est ta seule façon d'exprimer ta colère ? Bah, c'est celle que j'ai trouvée, en tout cas. C'est celle que j'ai trouvée, moi, parce que je suis un intellectuel, parce que quand t'es un intellectuel et que... Pour moi, la colère, c'est une émotion. L'indignation, parce que la colère, c'est un mot qui paraît... Quand on parle de colère, on imagine une émotion incontrôlée, incontrôlable, violente et destructrice. Et donc le mot de colère, c'est un mot qui contient des connotations péjoratives. Mais l'autre nom de la colère, c'est l'indignation. Et pour moi, l'indignation, c'est un moteur extrêmement sain du débat public. Moi, je suis pas du tout pour un débat public calme et modéré, où quand tu parles un peu fort, on te répond « Attends. Dis la même chose, mais dis-le plus bas. » Non. Moi, je pense que l'indignation, c'est un moteur parfaitement sain.
Et l'expression indignée de ses convictions, pour moi, c'est quelque chose de sain et de normal. Tout le monde l'a dit avant moi, mais disqualifier l'expression d'une idée parce qu'elle s'exprime dans la colère, c'est un outil aux mains des dominants. Parce qu'au fond, la colère, c'est l'arme de ceux qui n'ont pas le moyen d'exprimer ce qu'ils vivent autrement. Donc, moi, je pense que l'indignation est un moteur sain et normal du débat public. C'est ce qui nous fait avancer collectivement, c'est ce qui nous met en mouvement, c'est ce qui nous donne envie, c'est ce qui nous donne besoin même de défendre nos convictions. C'est parce que quelque chose nous met en colère, parce que quelque chose suscite notre indignation. Donc moi, je pense que l'indignation est un moteur sain. Quand Virginie Despentes publie une tribune au vitriol où elle écrit « On se lève et on se casse », elle agit sous le coup d'une colère et d'une indignation qui sont saines et qui en l'occurrence ont pénétré le débat public. Quand Adèle Haenel se lève et se casse, elle aussi, elle agit sous le coup d'une colère qui me semble saine et normale et puissante. Donc moi, je pense qu'il y a plein de manières d'exprimer son indignation. J'ai choisi la mienne, c'est celle qui me convient, c'est celle qui est adaptée aux armes dont je dispose. Je crois pas que je sois la personne la mieux placée pour battre le pavé, scander des slogans et crier dans un mégaphone, quoi. D'autres le font mieux que moi, et c'est très bien. Mais ceux qui le font, c'est super, et moi je le fais différemment. Est-ce qu'il n'y a pas un truc un peu fourbe dans l'analyse de la rhétorique, dans le sens où des fois moi je regarde tes chroniques et tout, puis je me dis ouais ok, maintenant je comprends, maintenant je peux analyser les trucs et tout, et il y a un peu une illusion de contrôle, mais qui est relativement une illusion, parce que c'est un peu vain, parce qu'en vrai ça change pas grand chose qu'on sache que les gens s'expriment de manière parfois un peu fallacieuse et tout. Ça change rien au fait que c'est quand même le même système, les mêmes personnes qu'on va devoir voter pour un d'eux de toute manière, et que c'est pas forcément adapté, le système n'est pas forcément adapté à la façon dont on fonctionne maintenant avec les nouvelles générations et tout ça, mais on n'a pas le choix, donc on a juste une illusion de contrôle, mais en fait pas tant que ça. Alors, c'est évidemment une bonne remarque. C'est la remarque, c'est quoi les conséquences pratiques d'un décryptage rhétorique. Déjà, la première chose, c'est que pour remonter d'un cran avant de redescendre dans ta question, la première chose, c'est que déjà, les chroniques ne suffisent pas. Et ça répond aussi à la question que tu me posais mais au fond, tu fais tes chroniques sans contradiction, c'est un peu facile. Et en fait, il y a une partie de moi qui est d'accord avec, tu vois, j'en reviens au doute et au fait que j'entends toujours les contre-arguments qui me sont opposés. Donc, il y a une partie de moi qui était d'accord avec cette critique. Et le livre que j'ai publié, c'est une réponse à ça, qui consiste à dire, moi, j'analyse la rhétorique. Bon, c'est une chose, mais les auditeurs ne peuvent pas être condamnés à me faire confiance. Parce que sinon, ça veut dire qu'on remplace la domination des orateurs par la domination des décrypteurs. Et c'est pas possible. Tu peux pas remplacer un monde où les auditeurs sont contraints de faire confiance à l'orateur parce qu'ils n'ont pas les armes pour lire à travers son discours, par un monde où les auditeurs sont contraints de faire confiance au décrypteur qui va décrypter l'orateur. Parce que ça revient exactement au même. Donc, à la fin, la seule solution pour se sortir de ce système-là, la seule solution pour rendre au fond le débat public totalement égalitaire, c'est de redonner les armes rhétoriques à tout le monde. Et donc redonner les armes rhétoriques à tout le monde, ça veut pas juste dire faire une chronique, ça veut dire publier un livre où il y a toute la grille, tous les outils qui permet à chacun de faire sa contre-chronique, de faire de développer son œil critique, éventuellement de décrypter mon décryptage. Et ça, je trouve que c'est sain. Donc déjà, c'est une première remarque, c'est celle-là, c'est que mes chroniques, pour moi, n'ont de valeur qu'à partir du moment où les auditeurs et les auditrices ont la possibilité de les mettre à distance, de les analyser, de les critiquer et éventuellement de les refuser. Ensuite, quel est l'horizon de tout cela ? Moi, je crois dans les changements longs. C'est-à-dire que je pense que un monde dans lequel on serait toutes et tous formés à décrypter les discours, les sophismes, à repérer la tromperie. Je crois que c'est un monde dans lequel les orateurs finiraient vite par se disqualifier. Le jour où, quand tu as un responsable politique qui, dans une interview, te sort un sophisme gros comme lui, joue sur la fibre émotionnelle de manière caricaturale, le jour où tout le monde le voit, il en est immédiatement disqualifié. Et en fait, plus personne vous votera pour lui derrière.
et il sera critiqué radicalement sur les réseaux sociaux. Et le pire, c'est que j'ai l'impression que c'est un peu ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire que alors je pense avoir contribué à ça, mais je suis pas le seul, parce que je suis pas le seul à faire le travail que je fais. On est quelques-uns à attirer l'attention sur les manipulations de la langue. Et j'ai l'impression que de plus en plus sur Internet, les gens font mon travail. De plus en plus, quand je vois, de plus en plus, je vois passer une déclaration qui, moi, m'active et où je me dis, mais là, il faut répondre. Et en fait, quand je regarde les commentaires en dessous, il y a déjà 10 personnes qui ont fait la remarque que moi, j'aurais faite. Et donc, j'ai l'impression qu'il y a une partie des orateurs et des oratrices politiques qui... alors, aujourd'hui, on leur tend encore le micro, parce qu'il y a une forme d'inertie du débat public. Mais est-ce que ça va durer encore longtemps ? Je suis pas sûr. Comment tu fais pour gérer le fait qu'il y a plein de gens qui te détestent parce que tu démontes et tu démontres que la façon dont ils s'expriment est assez régulièrement pas honnête? Quand tu parles des gens qui me détestent, est-ce que tu penses aux responsables politiques ou aux hommes et aux femmes qui les soutiennent ? Les deux. Beaucoup de gens. C'est la règle du jeu. C'est la règle du jeu. À partir du moment où tu prends la parole dans le débat public et où tu prends la parole sur une matière qui est une matière politique, tu sais que tu vas cliver. C'est la définition de la politique. La définition de la politique, c'est qu'elle est clivante. C'est qu'elle partage. Oui, rationnellement, oui. Mais émotionnellement ? Émotionnellement, tu t'y fais, en fait. Tu t'y fais, c'est-à-dire... tu sais, je vais te raconter une anecdote. Il y a quelques années, il y a un média d'extrême droite, vraiment, qui s'appelle Damoclès, qui est dans vraiment la fachosphère ou la patriosphère, tu l'appelles un peu comme tu veux, F de souche et compagnie, quoi. Et donc Damoclès, il décide que... parce que ma voix commençait à prendre un peu d'écho, on m'entendait beaucoup sur les plateaux et tout, il décide que c'est pas possible et qu'il faut réduire au silence, ou en tout cas contre-attaquer contre ce jeune chroniqueur qu'on commence à entendre. Et donc qu'est-ce qu'ils font ? Ça a été une campagne qui a duré un week-end où ils publient un portrait sur moi qu'on peut trouver en ligne encore, qui est un portrait injurieux évidemment. Ils publient des vidéos qui sont des montages vidéo qui sont totalement malhonnêtes, où ils prennent des extraits très très courts de choses que j'ai pu dire en plateau. Ils les isolent et derrière, ils mettent sur un fond noir une source qui semble contredire radicalement ce que je viens de dire. Et c'était totalement manipulatoire. C'était totalement malhonnête. Et il y a une de ces vidéos qui commence à tourner beaucoup, parce qu'elle est aussi relayée par en l'occurrence, elle avait été relayée par Gilles-William Goldnadel, et puis derrière d'autres gens, un peu de la même obédience. Et donc je me prends une vague de haine. Vraiment une vague de haine. Et là, dans les notifications, c'est la guerre. Et il y a des centaines et des centaines de personnes. Une partie d'entre eux étant peut-être des robots, d'ailleurs, des multicomptes et tout, mais il y a quand même des centaines de personnes qui t'insultent. Alors moi, il se passe deux choses. La première, c'est que déjà, t'es obligé de répondre. Et donc, je passe la nuit. C'était un vendredi, je me souviens, j'étais à Sciences Po. J'étais à Sciences Po le vendredi après. Le vendredi après, à l'époque, encore aujourd'hui, d'ailleurs, je donnais mes cours à Sciences Po. Et donc, à l'époque, j'avais un TD de 4 heures de rhétorique. Je fais les 2 premières heures, je fais la pause, je regarde mon téléphone et je vois que j'ai, mais vraiment, genre 500 notifications. Et c'est pas normal, quoi. Donc là, jamais bon signe. Non, c'est jamais bon signe. Donc là, je pose le téléphone sur un coin de la table. Je dis, Clément, finis ton cours, tu verras plus tard. Donc je finis mon cours, derrière, j'ouvre. Et là, donc, je vois les vidéos, les machins et tout. Et je vois qu'il y a une vidéo qui tourne. Donc déjà, c'est très désagréable parce que tu rentres chez toi, t'as fait ton cours et tout, t'es fatigué. Et j'ai passé la nuit à débunker la vidéo qui avait été faite. Et donc, c'est un travail de fourmi. C'est-à-dire que t'es obligé de resituer, de dire, bah voilà, là, ils ont pris un extrait de ce que j'ai dit, qui en fait, la nuance que eux apportent, je l'apporte moi-même à la phrase d'après, mais ils ont coupé la phrase d'après. Là, ils ont été chercher tel rapport et ils citent une phrase, mais en fait, la phrase, le rapport lui-même admet qu'elle est marginale, etc. Donc, je passe la nuit à débunker ça. Je le poste, puis derrière, je pose mon téléphone, quoi. Sauf que en fait, tu sais, c'est comme quand t'as une carie et ta langue, tu sais que t'as mal à une dent,
mais ta langue, elle peut pas s'empêcher d'aller toujours Est-ce que j'ai encore mal? Exactement. Est-ce que j'ai encore mal? Ah ouais, j'ai encore mal. Et là, c'est pareil. Tu sais que si tu ouvres Twitter, tu vas voir des trucs qui vont pas te faire plaisir. Mais tu peux pas t'empêcher quand même de vérifier toutes les 2 heures pour voir si ça a pas changé. Ah non, ça a pas changé. C'est toujours désagréable. En fait, c'est désagréable, mais voilà. Je voyais passer des mots, tu vois passer collabo, islamo-gauchiste, gauchia, c'est bon, tu vois, et je te passe les plus injurieux, tu vois même passer des menaces et tout. Et tu fais pas attention, t'es là, tu sais que ça arrive. Et le samedi soir, il y avait une soirée chez des copains, tu vois, donc j'y vais, je passe une bonne soirée, je rigole avec tout le monde et tout, et puis fin de soirée, il reste plus que on est quelques-uns, en l'occurrence c'est mes amis proches. Et là je leur dis bon les gars, je vous raconte quand même, je me tape une vague venue de l'extrême droite, ils organisent une attaque ciblée, alors les copains ils font ah bon, je leur dis ouais. Et je leur dis bah tenez, je vous montre, on va regarder en direct. Je sors mon téléphone, j'actualise Twitter, donc là 200 notifs. Et je leur tends, je fais, tenez, regardez. Et là, j'ai vu le visage de mes potes qui se décompose. Mais qui se décompose, quoi. Et ils me disent, mais clairement, mais faut que tu portes plainte, c'est horrible. Et là, tu prends conscience qu'en fait, tu t'es forgé une armure, quoi. Et que les mêmes messages qui, moi, bon, bah, ça rebondit, et puis voilà, tu t'es quand même pris le choc, mais après tout, bon. Eux, ils se le sont pris à ma place en plein foie, quoi. Enfin, vraiment, c'est le coup au ventre. Et là, tu prends conscience de la violence de ce que tu subis et à laquelle, en fait, tu t'es habitué. Et encore, je te dis ça, moi, j'ai la chance d'être vraiment pas celui qui a pris les pires attaques de haine. Vraiment pas, tu vois. Et quand je vois ce qu'on subit certains ou certaines, tu vois, je pense à Tahabouaf, par exemple. On pense ce qu'on veut de Tahabouaf, tu vois. On l'apprécie pas. Il convainc pas. Il agace ou au contraire, il fascine. Bon. Mais quand je vois les vagues qu'il se prend, et lui, c'est des menaces de mort qu'il ne compte même plus, quoi. Et c'est des choses auxquelles, moi, si je vivais ça, je pense que je serais en boule au fond de mon lit pendant un week-end. Et bah, lui, il s'y est habitué, tu vois. Tu finis par intégrer le fait que tu suscites de la détestation. Et tu l'intègres, en fait. Et c'est comme ça, et c'est tout. Et c'est la règle du jeu. Tu le mets à distance, tu te forges une armure, et en même temps, et c'est Mélenchon qui a dit ça dans une interview. Mélenchon, il a dit, ok, tu te forges une armure, mais l'acide finit toujours par passer entre les mailles de l'armure. Et je trouve la métaphore hyper juste, quoi. C'est-à-dire qu'à la fois, tu mets tout ça à distance et bon, bah, tu t'en fous. Et en même temps, tu peux pas dire que ça t'atteint pas parce que ça t'atteint toujours un peu. Mmh. Il y a toujours, en fait, dans le lot, ce qui est marrant, c'est que dans le lot des messages haineux, il y en a toujours un qui tombe juste. Il y en a toujours un. C'est les pires. Ouais, mais le mec, il le sait pas, tu vois. Le mec, il le sait pas, mais il y en a toujours un qui finit par trouver le truc qui va appuyer sur la carie. Ouais, voilà, c'est vraiment pile dessus, quoi. Qui va appuyer sur ton angoisse, ta frustration, ton complexe. Et il est dessus, tu vois. Et lui, il le sait pas. Mais toi, tu sais que ça t'a fait du mal, quoi. Et donc, évidemment, tu réagis pas parce que tu vas pas lui donner la satisfaction de lui montrer qu'il a touché juste. Mais il y en a toujours un qui touche juste. Et voilà, et c'est comme ça. Est-ce que des fois, t'as envie d'enlever tout le côté poli et de répondre juste un truc, mais juste sale? Tu vois, genre un jour, on va voir un tweet de toi qui parle de vraiment des tweets à la Morane, tu vois. Des trucs horribles. Bah, évidemment que parfois, tu vois passer des trucs, t'as vraiment envie de pas être poli, quoi. T'as vraiment envie de répondre une injure, en fait, parce que des fois, c'est tout ce que ça mérite. Autre fait assez zinzin, je trouve, c'est que t'es quelqu'un de hyper rationnel, machin, t'expliques toujours tout par 1000 raisons et tout, mais t'as fait des compétitions de air guitare. J'en ai fait une. Ouais, mais t'as été loin. J'ai fait une compétition de air guitare. Before it was cool. Ça n'a jamais été cool, Clément. Ah bon, j'ai l'impression il y a eu une micro hype pendant 1 an ou 2. Ouais, j'ai fait une compétition de air guitare quand j'étais étudiant avec des potes, on voit que parce qu'après il y a quand même eu je crois que les compétitions de air guitare se sont fait dans d'assez grosses salles, tu vois, genre la Cigale, un truc comme ça. Et en fait, avec des potes, hein, je sais plus comment on voit ça. On voit qu'il y a une compète de air guitare dans une toute petite salle. C'était le tout début de ce truc-là, quoi. Et on se dit, on se chauffe, on se dit, on y va, on participe.
Et donc, évidemment, il s'est passé ce qui s'est passé, enfin, ce qui devait se passer, c'est-à-dire que tout le monde s'est dégonflé sauf moi, donc je me suis retrouvé seul de mes potes à aller faire le zouave sur scène. Et voilà, j'ai fait de la air guitar sur un morceau de Rage Against the Machine. Et j'ai pas gagné, mais j'étais allé assez loin, ouais, j'avais eu des bonnes notes. Donc j'ai pas été qualifié pour le tour d'après, parce que t'es noté par un jury, évidemment. Et c'était tellement drôle. Mais en fait, alors les gens peuvent aller voir, hein, c'est-à-dire que je sais pas si ça existe encore, mais à l'époque, alors mon passage n'en existe pas. Mon passage n'existe pas. La vérité, c'est que mon passage existe dans le téléphone d'un copain à qui j'ai fait promettre que cette vidéo ne sortirait jamais de son téléphone, et je crois qu'il a tenu sa promesse. Enfin, plus que d'un copain, d'un ami de lycée. Et nous sommes deux à posséder ce secret. Mais par contre, les gens peuvent aller voir. Je sais pas si ça existe encore, mais à l'époque, il y avait des finales internationales de air guitar. Et en fait, tu tombes sur des performances de ouf. Tu tombes sur des performances de ouf de gens qui en fait sont des danseurs, tu vois, et qui sont des danseurs exceptionnels, et juste ils dansent en faisant du air guitar, quoi. Et c'est incroyable, quoi. Voilà. Donc oui, je n'avais pas le niveau en guitare pour faire d'épiques solos sur scène, mais par contre j'avais le niveau pour le faire en air guitar. Et aujourd'hui, tu fais beaucoup de musique. Il y a genre 6 guitares, 7 dans ton appart. Ouais, c'est ma vraie passion. C'est ma vraie passion véritable, c'est la musique. Évidemment, la rhétorique, la parole, les mots, tout ça, c'est une vraie passion. Hein. C'est pas que un travail. La politique aussi, mais c'est une passion qui m'occupe toute la journée, quoi. Donc bon, c'est bien, mais derrière, ma deuxième vraie passion, c'est la musique. Donc je joue pas aussi souvent que je l'aimerais, mais c'est vraiment passion. Et en réalité, si on veut être un peu lyrique, on peut dire que la rhétorique, c'est aussi une manière de mettre les mots en musique. Et moi, j'essaye d'avoir... J'ai même essayé de faire ça dans le livre. C'est-à-dire, je sais pas si j'ai réussi. Ça, c'est les électeurs qui jugeront, mais... Les électeurs ? J'ai dit les électeurs ? Je crois. Ah la vache. Je suis fatigué. C'est les lecteurs qui jugeront et les lectrices. Mais dans le livre, j'ai essayé d'avoir une écriture musicale, justement. C'est-à-dire, j'ai écrit mon livre à voix haute. Il y a pas une ligne du livre qui n'ait pas été lue. C'est-à-dire que j'ai écrit des passages, je les ai lus, je les ai remodifiés, et j'ai essayé de l'écrire de manière musicale, justement, en cherchant les assonances, en travaillant le rythme des phrases. Et pour moi, l'écriture, c'est aussi de la musique, quoi. Et j'ai essayé de faire passer dans mon écriture, et j'essaye de le faire passer dans les chroniques aussi. J'essaye de faire passer un sens de la musicalité. Alors après, je sais pas si je réussis, quoi, mais j'essaye d'avoir cette sensibilité-là. Est-ce que tu vas sortir un album de reprise de discours ? Eh bien, ne me tente pas. Mon rêve. ne me tente pas. Non, mais tu vois, par exemple, tu rigoles, mais j'ai fait un TED il y a quelques années, pour le coup, qui est disponible, les gens peuvent aller le voir. Et me suis fait un petit plaisir. Je commence mon TED en lisant un discours de Victor Hugo qui s'appelle Détruire la misère, qui est un des discours un des discours politiques qui me touche le plus, que je trouve magnifique. Et donc je lis ce discours sur scène. Alors j'aurais pu l'apprendre par cœur, mais je voulais le lire. Je me suis forcé à ne pas l'apprendre. Et ça a été un moment que j'ai adoré, le fait de le lire. Et moi je trouve ça génial, et c'est quelque chose que j'aimerais. Alors je sais pas comment, mais je vais peut-être le faire sur Twitch, tu vois. C'est une idée que j'ai eue. Je me suis dit, j'adorerais faire des live Twitch de lecture. La lecture à voix haute, c'est quelque chose qu'on fait peu et que je trouve merveilleux, parce que, tu vois, un musicien, le plaisir des musiciens classiques, c'est de réinterpréter avec leur instrument des symphonies merveilleuses qui ont été composées par des esprits brillants des siècles auparavant. Un joueur de violon ou un chanteur d'opéra te dira qu'il y a pas plus beau, ou un chanteur lyrique ou une chanteuse lyrique te dira qu'il y a pas plus beau plaisir que de réinterpréter avec sa voix ou avec son instrument l'écriture de Mozart ou de Bach ou de Beethoven, tu vois. Et on fait pas ça pour le discours, alors que c'est la même chose, en fait. Tu vois, je veux dire, prendre les mots de Victor Hugo et les remettre dans ta voix, dans ta bouche, et les réinterpréter avec ta sensibilité, c'est exactement la même chose. C'est réinterpréter avec ton instrument, avec ta voix, des symphonies qui ont été écrites par des orateurs des siècles auparavant. Et donc ça, c'est quelque chose que je trouve merveilleux, et j'aimerais bien essayer de le faire un peu, tu vois, de lire à voix haute,
d'anciens discours politiques qui te parlent, tu vois, du Victor Hugo, du Martin Luther King. Bon, là, il faut le traduire, évidemment, mais... Et donc, j'aimerais bien remettre un peu ça au goût du jour. Et qui sait, un album de reprise de discours. Maintenant, je veux t'entendre faire un album de reprise de discours de Jean Lassalle. Écoute, tu sais quoi ? Et je t'enverrai un texto avant de le faire, mais en hommage à Fanny Ruet, je ferai un Twitch de lecture de discours de Jean Lassalle. S'il te plaît. Le rendez-vous est pris. Salut, ici la Fanny du montage. Je précise évidemment que si quelqu'un a trop de temps libre et veut créer la pochette de cet album de reprise de discours, allez-y, hein. Mais d'ailleurs, le TED, la scène et tout, là, t'as fait quelques trucs avec Kian Kojandi notamment et toute la clique. T'as fait un 60 où tu fais 1 minute. On avait chacun 1 minute pour faire des blagues, faire de la musique, ou toi, faire 1 minute sur la rhétorique, justement, où t'analysais un peu un proverbe et tu disais pourquoi il fallait pas faire confiance toujours au proverbe. Est-ce que toi, c'est un truc qui te tente ? Parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois, t'es genre hyper content d'être monté sur scène et d'avoir stressé ta race. Et est-ce que c'est un truc que tu cherches à développer ? Ouais, j'aimerais beaucoup. En fait, c'est un peu c'est mon envie cachée, mais en fait, la réalité vraie, c'est que moi, je crois que je suis jamais aussi heureux que quand je suis sur scène. Et au bout du compte, je l'ai fait pas mal finalement. C'est-à-dire que j'ai vraiment fait beaucoup de conférences, j'ai fait beaucoup de cours, tu vois, aujourd'hui, mais les cours que je donne à Sciences Po, c'est des cours d'amphi, donc il y a 100 d'étudiants en face, tu vois, c'est une salle en fait, hein. Et puis un cours de 2 heures, si tu veux vraiment que tes étudiants décrochent pas, en plus moi mon cours c'était, laisse tomber, cours d'amphi le vendredi de 17 à 19. Donc, autant te dire que si tu veux que les étudiants viennent, faut être un peu stand-upper, hein, faut être un peu showman. Et évidemment, des expériences comme TED, comme 60, voilà, c'est des expériences qui me passionnent. Et il y a même, tu vois, il y a même des expériences sur scène que j'ai faites qui n'ont pas été captées, qui restent presque secrètes, mais qui ont été merveilleuses. Tu vois, par exemple, j'ai travaillé en collaboration avec un jazzman merveilleux qui s'appelle Emmanuel Bex, qui est un joueur de piano et d'orgue, un pianiste et un organiste, un incroyable jazzman français. Et Emmanuel Bex, il organise le Jazz Club de Saint-Denis. C'est lui qui fait la programmation et qui présente le Jazz Club de Saint-Denis. On se connaît un petit peu. Manifestement, il aimait bien la manière que j'ai de parler, de mettre en musique les mots. Et il m'avait proposé, si je le voulais, pour une première partie du Jazz Club, qu'on fasse quelque chose tous les deux. J'ai fini par accepter, et donc on a fait un duo piano-voix où j'ai improvisé un conte. C'est-à-dire que j'avais imaginé un conte, j'avais écrit les grandes lignes, et je m'étais laissé des marges d'improvisation. Et donc j'ai improvisé un conte, et lui, il a improvisé un accompagnement jazz au piano. Et vous n'aviez aucune idée chacun de ce que vous alliez faire ? Alors moi, évidemment, je voulais répéter beaucoup, et Emmanuel m'avait dit non, il faut pas répéter, parce que sinon c'est plus de l'improvisation. Il m'avait dit c'est plus de l'improvisation si on ne se surprend pas mutuellement. Et donc on n'avait pas répété du tout. Et c'est un des plus beaux moments de ma vie, cette expérience qui n'a pas été captée, pas enregistrée. Les seuls témoins sont les 100 personnes, 150 personnes qui étaient là le jour même. Je sais pas du tout si c'était bon ou pas. Peut-être que dans mon souvenir, c'était génial, mais peut-être que c'était très mauvais. Mais en tout cas, ça a été un moment vraiment merveilleux. Toutes les expériences de scène, que ce soit des expériences vraiment d'enseignement, à Sciences Po, à Paris 13, quoi. Moi, j'ai donné des cours à Villetaneuse. Là, tu donnes cours en amphi et tout pendant 3 heures. Donc, que ce soit des expériences d'enseignement, de conférences, ou des choses qui vont plus chercher du côté de la création, c'est des expériences qui, pour moi, ont été merveilleuses. Donc, j'aimerais beaucoup trouver une manière d'habiter quelque chose sur scène. Je commence à y réfléchir. J'ai des idées. Ok. Et t'as pas eu du mal au début, justement, à trouver ta place entre le côté très rigoureux de ce que tu as étudié, de ce que tu essayes d'apprendre aux autres, et le côté média, divertissement, être un peu le cool kid de la bande à Kian, tu vois ? Bah déjà, je sais pas si je suis un cool kid. Mais si c'est comme ça que tu me vois, j'en suis très heureux. Mais genre, t'es bien au courant que le jour où tu lances une secte, les gens te suivent.
J'espère pas. Mais justement, j'espère pas. Mais tu sais, ça pour le coup, il y a 2 questions dans ta question. Mais je commence à répondre à la deuxième. Mais si j'ai publié mon livre, c'est aussi justement pour donner des armes aux gens, y compris les gens qui apprécient ce que je fais, pour leur donner des armes pour critiquer ma propre parole et garder de l'esprit critique par rapport à ce que je fais, parce que je critique assez la parole surplombante et descendante de la politique pour pas tomber moi-même là-dedans. Donc, après, sur ta deuxième question, elle est intéressante et en réalité, si c'est effectivement l'image que je renvoie, ça veut dire que je réussis mon travail. Parce que j'essaye de trouver un équilibre justement entre le fait de conserver une rigueur universitaire et une exigence vis-à-vis de moi-même. Le fait par ailleurs d'avoir une exigence vis-à-vis de mes auditeurs, c'est-à-dire que j'essaye de ne pas tomber dans la facilité. J'essaye toujours de présenter aux personnes qui m'écoutent un contenu qui soit exigeant et qui demande de leur part une exigence. C'est-à-dire que elles sont pas faciles à écouter mes chroniques, quoi. Quand tu regardes, il y a des mots de 2000 syllabes. Faut être concentré, quoi. Tu peux pas faire ça en même temps qu'autre chose. Ouais, voilà, c'est ça. Faut être concentré, ça va vite, il y a des concepts compliqués, je tiens un raisonnement d'un point A à un point B, enfin, c'est une exigence, quoi. Et donc, j'essaye d'avoir cette exigence, et c'est vrai pour mon bouquin aussi, quoi. C'est un livre d'universitaire, il fait 480 pages, il y a 20 pages de notes, des centaines de références, je n'ai affaibli aucun concept. Quand je dois présenter un concept, même s'il est complexe, j'y vais, et donc voilà, mais moi j'ai cette conviction qui est que on peut présenter un savoir exigeant d'une manière accessible. Et pour moi, cette accessibilité, elle passe par le fait d'essayer d'être le plus clair possible, d'essayer de m'imposer, de couper de mon discours tout ce qui n'est pas nécessaire, toutes les précisions superflues, et puis d'essayer par ailleurs de le faire de manière un peu sympa. C'est-à-dire que je pense que tu peux proposer un savoir exigeant, mais qui par ailleurs soit un peu cool, un peu drôle, un peu léger. Et j'essaye de tenir ces exigences-là d'une même main, quoi. Des exigences de rigueur et de complexité d'une part, et des exigences d'accessibilité et de légèreté d'autre part. Et si effectivement j'y arrive, c'est que j'ai bien fait mon travail, quoi. Est-ce que le fait d'analyser comme ça tout le temps les choses pour ton travail, ça t'a un peu éclaté ta capacité à avoir des conversations normales avec les gens sans les analyser en permanence? Non, heureusement non, parce que pour le coup les auditeurs et les auditrices ne s'en rendent pas compte, mais l'analyse du discours, ça se fait pas comme ça. C'est-à-dire que quand je sors une chronique, l'extrait que je commente, je l'ai réécouté 3, 4, 5 fois. Ça arrive qu'à la première écoute, il y a un truc qui me frappe l'oreille et que immédiatement, que l'analyse, elle se fasse instantanément dans mon esprit. Ça arrive, et il y a des chroniques que j'aurais presque pu écrire en direct, quoi. Enfin, vraiment, mettre pause sur la vidéo et puis sortir la chronique. Ça arrive. Mais c'est pas la majeure partie des cas. Très souvent, j'entends quelque chose ça tique dans mon oreille. J'ai une alarme mentale qui s'allume. Je me dis, tiens, là, il y a un truc à creuser. Et derrière, je réécoute l'extrait 2, 3 fois jusqu'à ce que je trouve exactement ce que je veux dire. C'est la même chose dans la vie quotidienne. C'est-à-dire que déjà, d'une part, je me mets pas avec mes amis, avec mes proches, je me mets pas dans une posture de décryptage constant. Sinon, déjà, je finirais épuisé. Ce serait insupportable. Je serais casse-pied au dernier degré. Donc déjà, 1, je ne le fais pas. Et 2, j'aurais beaucoup de mal à le faire parce que c'est plus compliqué que ça en a l'air. Par contre, ce qui est vrai, c'est que j'ai des alarmes mentales et elles qui sont assez sensibles. Et donc, dès que j'entends dans le discours de quelqu'un quelque chose qui ne me plaît pas ou quelque chose que je trouve pas correct, potentiellement manipulatoire, j'ai une alarme qui sonne. J'ai un petit ding quelque part dans l'esprit. Et donc tu demandes à tes amis de répéter 5 fois ce qu'ils viennent de dire. Exactement. Répète-moi la phrase lentement. Non, mais par contre, ce sont ces alarmes mentales qui font que je peux réussir à esquiver certaines manipulations. Ou alors, d'ailleurs, à voir quand quelqu'un est en train de me manipuler et parfois accepter qu'il me manipule. Parce que ça arrive. C'est-à-dire que parfois, je vois ce que l'autre est en train de faire et finalement, je décide que sa tentative de conviction, fût-elle un peu contestable, en fait, m'emmène vers un endroit où, au fond de moi, j'ai envie d'aller, et j'embrasse dans ce cas-là la tentative d'influence, et je dis, bon, allez, vas-y, influence-moi, c'est bon, en fait. En fait, j'ai envie d'y aller, allez, vas-y, faisons-le ensemble.
Mais par contre, ça me permet aussi, quand je vois quelque chose qui ne me plaît pas, de dire attends, stop, là on s'arrête, je suis pas d'accord. Et c'est ce que j'essaye de transmettre. Dans mon livre, dans mes chroniques, j'essaye de transmettre des alarmes mentales pour que les gens, mes auditeurs, mes auditrices, mes lecteurs, mes lectrices, à certains moments, puissent se poser, s'arrêter, se dire non. Là, je viens de voir passer quelque chose qui ne me convient pas. Je viens de voir passer quelque chose qui n'est pas bon pour moi. Et j'ai envie de m'arrêter là-dessus. Et voilà, c'est important. J'ai un ami, tu vois, qui m'est cher, qui a une tactique. Et donc, je lui vole via ton micro, je la transmets à tout le monde. Je la donne au débat public. Lui, quand il identifie que... Parce que le problème, c'est que les discussions vont trop vite. C'est comme ça qu'on finit par se faire manipuler. C'est que en fait, tu sens que quelque chose va pas, mais ça va vite, ça s'enchaîne, et puis t'es malmené, t'es brinque-ballé, et finalement, tu finis par accepter, donner ton consentement à quelque chose auquel tu aurais peut-être préféré ne pas consentir. Et donc, j'ai un ami qui a une stratégie. Quand il observe cela à l'intérieur de lui, c'est-à-dire quand il se rend compte que intérieurement, il se sent un peu malmené, qu'il sent que ça va trop vite pour lui, qu'il sent qu'il y a des alarmes qui ont sonné, mais il n'a pas eu le temps d'analyser pourquoi. Il dit à son interlocuteur, attends, 2 secondes, je me concerte. Ok. Et je trouve ça génial, tu vois. Et il le fait. Et je l'ai déjà vu vraiment dire, attends, 2 secondes, là, je me concerte. Et il s'arrête et il réfléchit. Et puis des fois, il dit, ok, vas-y, continue. Puis des fois, il décide que quelque chose s'est passé qui ne lui convient pas. Il dit, non, tu sais quoi, en fait, ça me va pas. Et je trouve que c'est brillant, quoi. Je trouve que c'est brillant. Ok. Tu te concertes souvent ? Bah, moi, cette phrase-là, je la dis pas parce que j'essaie de me concerter à peu près en temps réel. Mais en vrai, c'est quelque chose que je fais un peu comme lui. Je le fais pas avec les mêmes mots, mais je trouve ça très poétique, je me concerte. Mais moi, ça m'arrive de dire aux gens, attends, 2 secondes, je sais pas ce que j'en pense. Je sais pas ce que j'en pense, ça m'arrive de le dire. Tu vois, en fait, ralentir le rythme de la discussion. Prendre 30 secondes de silence pour réfléchir à ce qui vient d'être dit. Rompre le rythme des échanges, le flot de la parole de l'autre. C'est ce qui permet justement c'est ce qui nous évite parfois de tomber dans des pièges, de tomber dans des tentatives de manipulation, y compris de la part des gens qui nous entourent, quoi. Et y compris parfois de la part de gens qui le font sans le vouloir, qui le font inconsciemment. Et donc ça, c'est une habitude que je recommande aux gens de prendre, de dire, mais laissez des silences, ralentissez le rythme d'une discussion quand vous sentez que ça va trop vite pour vous, quand vous sentez que vous êtes en train d'avoir des réactions qui vous surprennent vous-même et qui sont pas forcément bonnes pour vous, ralentissez, laissez un silence, ne réagissez pas tout de suite, demandez à l'autre de vous laisser le temps de la réflexion. Mais pour y parvenir, il faut avoir des alarmes mentales. Il faut avoir des choses qui sonnent à l'intérieur de soi pour dire attention. Il faut savoir être attentif à ses propres sensations. C'est-à-dire qu'en fait, je sais plus qui dit ça, je crois que c'est Robert Cialdini dans son livre Influence et manipulation, où il dit, à moins que ce soit Joule et Beauvois dans le petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens, c'est dans un des 2 bouquins, les uns ou les autres de ces auteurs disent, faites attention au moment où vous sentez quelque chose gargouiller dans votre ventre. Vous sentez que... C'est qu'il est midi. Ça peut être qu'il est midi et que t'as faim, tu vois. Ça peut être ça. Mais ça peut aussi être que... tu sais, mais tu l'as déjà vécu, ce moment où dans une discussion, tu sens à l'intérieur, mais physiquement, tu sens qu'il y a un truc qui va pas, mais tu sais pas ce que c'est. Et donc les auteurs disent, ça peut être le signe que vous êtes en train d'être manipulé, qu'on est en train d'obtenir votre consentement avec des moyens qui peuvent être des moyens manipulatoires ou trompeurs ou délétères. Et donc il dit à ce moment-là, ralentissez le rythme de la discussion, demandez à l'autre qui vous laisse le temps de la réflexion. Mais pour ça, il faut des alarmes mentales. Donc voilà, ça répond à ta question. Évidemment, je n'ai pas un décrypteur du discours branché en permanence. Par contre, je pense qu'effectivement, au fur et à mesure des années, j'ai fini par développer des alarmes mentales qui sont plus ou moins efficaces, même si ça m'arrive encore de rentrer chez moi le soir et de repenser à une discussion et de me dire, mais pourquoi t'as réagi comme ça ? Enfin, c'était pas bon, quoi. Ça arrive. C'est quoi dont t'es le plus fier ? À part ton chat. Franchement, c'est mon chat, déjà. La meilleure décision de ma vie, ça a été ça a été d'adopter mon chat, mais on s'est adapté l'un à l'autre. Il piasse. Ce dont je suis le plus fier, honnêtement, c'est mon livre. En termes de production, ce dont je suis le plus fier, c'est mon livre. Je suis fier de moi d'être allé au bout, déjà. Parce que pour moi, l'écriture, c'est pas facile. Bah, tu vois, on revient encore une fois au début de notre discussion. C'est-à-dire que, tu vois, toi, tu fais des spectacles. Alors, tu vas m'arrêter si je dis une bêtise. Mais quand tu fais un spectacle, tu peux toujours le réadapter. C'est-à-dire quand
quand il y a quelque chose qui ne te convient pas, tu peux le changer pour la représentation d'après. Bien sûr, si un jour il y a une captation, bon bah là, ça a été capté, mais sinon, tu peux toujours le réadapter. Et un livre, c'est pas pareil, quoi. Un livre, une fois que tu l'as envoyé à l'éditeur, bah c'est terminé. Il t'échappe et il est gravé dans le marbre à jamais, sauf à faire une nouvelle édition, ce qui est toujours compliqué et tout. Et pour quelqu'un comme moi qui doute en permanence, qui essaye en permanence de faire les choses le mieux possible, poser un point final, c'est incroyablement difficile. C'est-à-dire, admettre que ta production, elle est ce qu'elle est et qu'elle bougera plus, alors même que tu sais que tu pourrais encore l'améliorer, c'est très très dur. Et donc c'est pour ça que l'écriture, pour moi, ça a toujours été une montagne, une épreuve immense. Ça l'a été quand j'ai écrit ma thèse, et ça l'a été depuis, et c'est ce qui explique que j'ai rien écrit après ma thèse, quoi. Entre 2013 et 2021, j'ai rien publié, parce que c'était trop difficile pour moi de mettre un point final. Et donc, mon livre, j'en suis fier, parce que je l'ai fait. C'est-à-dire, j'ai été au bout, j'ai mis un point final et j'ai envoyé le manuscrit à l'éditeur. Et donc ça, c'est une fierté d'avoir réussi à accepter ça, d'avoir réussi à me résoudre à accepter aussi le regard du public, parce qu'en fait, c'est ça qui est dur, quoi. C'est que, tu vois, une chronique, bien sûr, une chronique, tu vas me dire, il y a un point final, et une fois que tu l'as fait, tu peux rien y changer. Oui, mais c'est une production un peu éphémère. Si elle est pas bonne, tu peux toujours te dire celle du lendemain sera meilleure. Et si on te dit bah ta chronique elle était pas ouf, tu peux toujours répondre écoute oui mais tu sais une chronique c'est compliqué, il faut en faire une par jour, c'est pas facile, ou une par semaine, c'est difficile. Bon, un livre, si on vient et qu'on te dit dis donc le livre que t'as mis 6 ans à écrire il est pas ouf, tu peux pas te dire ah oui mais tu sais bah non, tu dis rien, tu dis bah ouais, bah il est pas ouf parce que j'ai mis tout mon cœur dedans, j'ai mis 6 ans à le faire et à la fin il est pas ouf parce que je suis pas bon, qu'est-ce que tu veux, tu vois, et c'est hyper dur quoi. C'est un risque immense, donc je suis fier d'être allé au bout du livre, de l'avoir fait, je suis fier de l'avoir fait. C'était pas gagné, et vraiment pour moi c'est une grande fierté d'avoir su aussi combattre des démons, combattre des angoisses. Bon voilà. Le livre en lui-même, j'en suis fier. Après les lecteurs jugeront, quoi. J'espère qu'ils l'aimeront, mais moi j'en suis fier. En fait, je suis fier parce que c'est le livre que je voulais faire. Je rêvais de faire un livre qui soit un livre exigeant, exhaustif, universitaire, le plus rigoureux possible, et en même temps qui soit à destination du grand public, qui soit accessible, qui soit pratique, qui soit applicable, et en même temps qui possède une vraie dimension politique dans son propos. Et c'est ce livre-là que j'ai fait. Est-ce que j'ai réussi à tenir ces exigences-là? Je sais pas. En tout cas, c'est celles qui m'ont guidé, donc je suis fier d'avoir été fidèle à mes exigences, et d'avoir écrit le livre que je voulais écrire, et d'avoir écrit le livre que j'aurais aimé lire. Et ensuite, bah voilà, il plaît pas, c'est autre chose, ça m'appartient pas. Et après, l'autre chose dont je suis fier dans mon parcours, c'est que je pense pouvoir le revendiquer. Je pense qu'on peut difficilement m'en dénier le droit. C'est que j'ai jamais fait le choix de la facilité. J'ai jamais fait le choix de la facilité, et j'aurais pu le faire à plein de reprises. À plein de reprises, à plein de moments dans ma vie, j'ai vu des rails s'ouvrir devant moi, et qui étaient des rails confortables, et j'aurais pu choisir de m'y ancrer. Par exemple, quand j'ai fini ma thèse, j'aurais pu faire le choix de poursuivre dans la recherche. Alors c'était des rails qui étaient pas faciles, celles-là, hein, parce que mes collègues chercheurs savent que quand t'as fini ta thèse et que tu veux chercher à être recruté à l'université, en fait, c'est encore un parcours du combattant. Mais bon, c'est quand même des rails qui s'ouvrent. Et j'ai fait le choix à ce moment-là de dire, bah non, en fait, moi, j'ai envie d'être dans le débat public, j'ai envie d'être davantage dans l'action, et donc je vais partir dans les médias. Bon, et à ce moment-là, il y a plein d'autres rails, il y a plein de moments qui se sont ouverts. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai commencé à avoir du succès comme formateur. Il y a eu un moment où vraiment, j'enseignais en parallèle. C'est-à-dire, il y a eu une année où j'enseignais à Sciences Po, à l'ENA, à l'école de guerre, à l'ESSEC. J'enseignais dans des associations. En parallèle, je donnais des formations dans des boîtes qui commençaient à me payer très cher. Et bon, bah, si j'avais continué, ça pouvait ne pas s'arrêter puis se développer, quoi. Enfin, donc là, c'était des rails, et sans doute que j'aurais gagné beaucoup d'argent, et j'aurais sans doute fini communiquant, à donner mon avis sur les plateaux de télévision, et je commençais déjà à le faire comme communicant, à critiquer la communication politique et tout. Et bon, j'ai choisi de pas faire ça. J'ai choisi au contraire d'aller prendre un risque dans les médias. Et pareil, tu vois, quand j'ai commencé à faire du débat télé, c'est des rails qui se sont ouvertes, et j'aurais pu devenir un chroniqueur de débat télé à vie, quoi. J'aurais pu avoir à ce moment-là la carrière d'Éric Nolot, par exemple.
et aller d'émission en émission et de devenir un professionnel de l'opinion. Mais comme je te l'ai dit, ça me convenait pas. Je me rendais compte que je devenais une caricature enfin que je portais des opinions qui étaient une caricature de ce que je pensais, ou du moins qui forçaient le trait par rapport à ce que je pensais. Ça me convenait pas. Donc derrière les chroniques, et pareil, tu vois, j'aurais pu rester chez Click. J'y étais hyper bien. Je travaillais hyper bien avec Mouloud. Ça reste un ami, évidemment. J'y étais hyper confortable. J'étais remarquablement bien payé. Mais à un moment donné, j'ai voulu, pour cette année, je sentais que j'avais envie d'être davantage en prise avec l'actualité, de revenir sur un format quotidien, je ressentais le besoin aussi pour la présidentielle, pour couvrir la présidentielle, d'être dans une rédaction plus politique, avec des journalistes politiques autour de moi. Donc, je suis parti à France Info, où j'adore le travail que je fais. Enfin, vraiment, j'y suis très très bien. J'ai été merveilleusement bien accueilli. Mais bon, il faut dire ce qui est. Les conditions tu les connais comme moi, hein, les conditions de travail à la radio, je suis beaucoup moins entouré. Après, je suis très très libre du coup, mais je suis beaucoup moins entouré qu'à la télévision, j'ai beaucoup plus de travail et je suis beaucoup moins bien payé. Et donc voilà, j'ai toujours refusé les rails qui s'offraient à moi pour aller là où j'avais le sentiment que c'était juste pour moi d'aller, pour aller là où j'avais envie vraiment d'aller. Quitte à prendre un risque, quitte à renoncer à un confort, quitte à renoncer à de l'argent. Et ça, j'en suis assez fier. Ça, j'en suis assez fier parce que c'est pas évident, c'est pas facile. Quand t'as une autoroute, un boulevard qui s'ouvre, de dire bah non, moi je vais plutôt prendre le petit chemin de terre ici parce que j'ai l'impression qu'il m'amène vers une destination qui est plus chouette. C'est pas facile de faire ce choix-là et je crois pouvoir revendiquer que à chaque fois que j'ai eu ce choix à faire, j'ai toujours préféré le petit chemin de terre parce que l'horizon avait l'air meilleur pour moi plutôt que l'autoroute. Et ça, c'est quelque chose dont je suis fier. Merci Clément. Merci beaucoup Fanny. Mais merci d'avoir écouté cet épisode des gens qui doutent et jusqu'au bout. En plus, vous êtes vraiment des petits champions. Le livre de Clément Viktorovitch, Le pouvoir de la rhétorique, est dispo partout en librairie. Les références sont dans la description de cet épisode. J'ai également glissé des liens vers tous les réseaux sociaux de Clément, vers toutes ses chroniques Click et France Info. Si la discussion vous a plu, n'hésitez pas à partager le podcast sur les réseaux, à en parler autour de vous. Vous pouvez aussi vous abonner sur Spotify, Deezer, Apple Podcast, laisser des étoiles, des commentaires et tout. Ça m'aide énormément à le faire connaître et à avoir accès à encore plus d'invités super chouettes. Pour être sûr de ne rien manquer de la suite, vous pouvez me suivre sur les réseaux, @FannyRuet sur Facebook, Twitter, Instagram, surtout Instagram, pour être tenu au courant des prochains épisodes, des chroniques, des spectacles et de tout le reste. Bisous! Et cet épisode a été mixé comme toujours par l'incroyable, l'excellent Maxime Moitieu. Est-ce que là, t'as fait pas mal d'émissions télé, de prime, de trucs, t'as sorti un bouquin, mais est-ce que la plus grande fierté, c'est pas le flocon? Tu veux dire le flocon que j'ai obtenu, mon flocon, quoi, celui Ton qui vient flocon. avant la première étoile. Elle floconne. Je n'ai plus aucune idée de comment on est arrivé à parler de ça la première fois, mais je me souviens que c'était un grand sujet, le flocon. Et que tu le... Ouais. Écoute, je possède effectivement mon flocon. Non, mais oui, c'est vrai que quand j'étais gamin, on n'est pas beaucoup parti au ski avec ma famille pour plein de raisons, quoi. Donc déjà, question que ma mère, elle aime pas du tout le froid, quoi. Moi, ma mère, elle est grave frileuse, donc forcément la neige et tout, le ski, c'était pas trop son délire. Aussi parce que il faut dire ce qui est, hein, les vacances au ski, ça a un coût, quoi. Hein. C'est pas donné, enfin c'est même assez cher, quoi. Et donc quand j'étais gamin, j'avais des potes qui partaient au ski tous les hivers et tout, et du coup ils passaient leur première étoile, leur troisième étoile, leur chamois et tout. Et et moi avec ma sœur et mes parents, on est partis une fois au ski et du coup on a passé notre flocon, tu vois. Et donc j'ai obtenu mon flocon et j'en suis hyper fier. Non, mais c'est drôle, tu vois, c'est drôle parce que ça te ramène au temps du collège où c'est une petite fierté, tu vois, pour les gens qui ont leur troisième étoile, tout ça. Et toi, t'es là à côté, t'as eu ton petit flocon. Bon, ça fait des anecdotes à raconter. Tu ne le portes plus? 30 ans plus tard. Eh ben, tu sais quoi? Je sais pas où il est. Oh putain. Mais maintenant qu'on en a parlé, je pense que si je le retrouve, je l'accroche quelque part. Je l'accroche sur une fringue, tu vois. Je pense que c'est obligé. Comme ça, voilà, je penserai à notre discussion en plus à chaque fois. Le flocon chez France Info. Elle floconne. T'as vu, j'ai même pas rigolé quand t'as dit 75. Oh là là, tu vas pas commencer. Hein.